Salim Déré, bonjour. Bonjour Anne, bonjour Omar-Ri. Omar Simba, bonjour. Bonjour Anne, bonjour Salim, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à cette heure-ci. Alors, messieurs, dimanche, résultat des élections présidentielles. Marine Le Pen a fait un tabac dans les Outre-mer. Elle a fait un bon score aussi à Mayotte, puisqu'elle a obtenu 59,10% des suffrages. Vous pensez quoi, messieurs, de ces résultats? Comment faut-il les comprendre, Salim? Oui, moi je dirais que c'est un résultat honorable pour elle, mais c'est ce que tout le monde disait, c'est pas un score de vote d'adhésion. C'est une claque qu'on voulait donner à Emmanuel Macron par rapport à sa politique sur Mayotte, tout simplement. Donc aujourd'hui, il faut le prendre comme tel. Et puis, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les partis politiques à Mayotte, comme en métropole d'ailleurs, n'ont pas forcément de sens aujourd'hui. On peut donner des consignes de vote sans que les consignes soient respectées. On l'a vu avec les maires de Mayotte, les 14 maires sur 17. On l'a vu avec, on en parlera tout à l'heure avec le candidat Mélenchon, qui a donné des consignes de vote, surtout pas à Marine Le Pen, et ça n'a pas été forcément suivi, notamment en particulier dans les Outre-mer. Omar Simba, les résultats que vous voyez à Mayotte vous satisfont pas? Comment vous vous positionnez aujourd'hui? Parce que la campagne des législatives a commencé, l'Union populaire, elle continue d'exister, vous continuez à diriger cette alliance. Comment vous vous positionnez avec ces résultats à la veille des législatives? En fait, les résultats, aussi bien au niveau national, à Mayotte, que dans les autres DOM, me font très peur parce que ces résultats montrent que la politique menée, comme je l'avais déjà dit ici, ces 15 dernières années, une politique de casse sociale, ont fait que les électeurs, aujourd'hui, ne croient en rien. Ils ne croient plus aux grands partis politiques, ils ne croient plus au discours. Et le premier parti qui est sorti de ces élections, c'est l'abstention. Oui, qui fait plus de voix que Marine Absolument, Le Pen. que tout le monde. Que tout le monde. L'abstention est sortie comme le parti le grand gagnant de ces élections. 54,51 à Mayotte. Hein, absolument. Au second tour. Quand on compare les résultats dans les Outre-mer, tous les Outre-mer Mayotte compris, de 2017 et ceux de 2022, où ce sont les deux protagonistes qui se sont trouvés au deuxième tour, on se rend compte que c'est vraiment l'effet inverse. En 2017, Macron avait remporté tous les DOM, Mayotte compris, et largement sur des scores qui dépassaient les 60%. Et en 2022, c'est vraiment l'inverse, c'est Marine qui a tout remporté et largement aussi sur des scores qui dépassent souvent les 60%. Donc ça veut dire que le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était un quinquennat où on a méprisé tous les Outre-mer. À Mayotte, on parle d'insécurité, mais je pense que le mal est plus profond que la seule insécurité. Ça va plus loin, c'est le mépris, c'est le fait de se sentir abandonné, non compris. Donc tous les Outre-mer se sentent incompris. Et là, tous les calculs par rapport à votre question, pour revenir à votre question, tous les calculs qui étaient faits avant, pour les législatifs à venir, je pense que tout le monde doit revenir avec sa calculatrice pour recalculer, parce que la donne n'est pas du tout la même entre avant les élections présidentielles et aujourd'hui. Alors, Salim Déré, vous êtes, vous, élu du sud de Mayotte, des communes dans lesquelles Marine Le Pen a obtenu de très bons scores au premier et au second tour. Est-ce qu'il faut y lire le ras-le-bol d'une population qui ne supporte plus l'arrivée quotidienne des Kwassa? Le maire de Bouéni était là hier et il disait que la population voyait les beachages quotidiens sur les plages de la commune. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus et puis on a l'impression, et c'est une réalité, qu'on ne s'occupe pas vraiment de la problématique de l'immigration clandestine à Mayotte. Quand on voit devant la préfecture tous les matins 200-300 personnes, où on s'est organisé à les recevoir du matin, c'est-à-dire vers 7h à midi, c'est qu'il y a vraiment une sorte de travail d'organisation qui a été mis en place pour faire des régularisations massives. Donc les Mahorais voient ces choses-là et ne peuvent plus l'accepter aujourd'hui.
Et donc, c'est quoi ça qui arrive dans ma commune de Bouini et dans mon canton vers Kanikeli et même à Mtsamoudou aujourd'hui, hein, parce que les Kwassa contournent un petit peu la presqu'île de Mtsamoudou pour arriver là-bas. Les gens sont excédés. Et donc, c'est un vrai ras-le-bol, comme vous dites. Et bon, il faut... Comment ça va se passer du coup pour les élections législatives? Parce qu'il y a le ras-le-bol de l'insécurité, le ras-le-bol de l'immigration clandestine, mais la convergence sociale dans la proposition qui a été faite sur la loi Mayotte, elle était complètement absente. Donc on peut penser que le gouvernement n'a pas ça en tête pour les prochaines années. Comment ça va se passer pour que la population mahoraise soit attendue, que les attentes légitimes à vivre tranquillement, en sécurité, à bénéficier d'un certain nombre de droits comme ceux qui sont prévus pour les Français? Comment on fait pour se faire entendre? Parce que là, ça ne sert à rien. Elle a perdu Marine Le Pen. Donc, bon, moi, je pense que ce sentiment d'abandon a fait émerger, ici à Mayotte en particulier, les collectifs ici et là qui se battent pour Mayotte. Comme on dit en sociologie, les temps difficiles créent des gens forts. Les Mahorais se renforcent. C'est vrai. Les Mahorais se renforcent. C'est aux Mahorais de lutter pour gagner leur cause. Cette cause, que ce soit pour l'immigration clandestine, que ce soit pour l'alignement. Moi, je ne parle même pas de convergence. Ça fait déjà des années qu'on parle de convergence. Oui. L'alignement des droits sociaux. Retraite, prestations sociales. Ainsi de suite. Donc, c'est aux Mahorais qui se renforcent. Et ça, tout le monde, je pense, sera d'accord dans ce plateau que les Mahorais, aujourd'hui, ont pris leur destin en main. Et c'est ça ce qui est encourageant par rapport à l'avenir. Quels que soient les deux élus parlementaires qui seront issus des élections du mois de juin, je pense que ce sont des gens qui seront investis d'un message clair. Ce sont les Mahorais qui vous envoient là-bas. Vous n'allez pas là-bas pour parler pour vous et laisser les Mahorais de côté. Je pense que les 15 maires et les élus qui ont soutenu Macron ici, j'espère qu'ils ont compris le message et que la politique sera une politique de terrain où on comprend les lecteurs, on comprend le Mahorais. Alors quand même, messieurs, moi il y a une question qui me taraude. Et vous n'êtes pas maire, donc c'est facile de vous la poser. Quand on voit les bons scores d'Emmanuel Macron à Koungou, contre toute attente, à Mamoudzou, à Dzaoudzi, est-ce que les communes qui sont impactées par l'immigration clandestine et donc aujourd'hui par des gens qui sont français mais qui sont issus de l'immigration, est-ce qu'eux ont voté pour Emmanuel Macron? Et est-ce que déjà l'immigration, elle n'a pas un poids dans nos résultats? Mais tu vois, on l'a vu dans le reportage de Maître Première hier soir au journal, tout le monde l'a vu, où une grande partie de la population a fait la fête, et cette population, c'est la population d'immigrés. Ce qui a choqué d'ailleurs beaucoup de Mahorais, ceux qui suivent les réseaux sociaux, en tout cas, ça a choqué beaucoup de monde. Mais c'est exactement ça. Ces 4 communes, ce sont des communes très impactées par l'immigration clandestine. Koungou, Mamoudzou, Dzaoudzi, l'Abattoir, Dembéni. Donc c'est tout à fait normal que cette population-là, qui est votée massivement pour Emmanuel Macron, je ne la tiens pas en rigueur, fête aussi ses résultats. C'est inquiétant, Salim Mdéré, quand on est un homme politique comme vous, de se dire que finalement, tout ce qui n'a pas été fait pendant tant et tant d'années commence à peser dans les résultats et pas favorablement finalement pour vous. Oui, mais en même temps, moi je dirais que j'ai une autre analyse sur les résultats de Mamoudzou, l'Abattoir et ainsi de suite. Moi je pense que les plus grands gagnants aujourd'hui, c'est Omar Ali qui s'est affiché clairement pour défendre la candidature d'Emmanuel Macron. Oui. Mamoudzou et Koungou, c'est le fait du hasard. Le plus grand gagnant aujourd'hui, c'est le maire de Chikoni et Mme Bibi Chamfi, la présidente la vice-présidente au conseil départemental, qui se sont réveillés au second tour pour dire « Nous, on s'est affiché pour Emmanuel Macron, les résultats n'étaient pas à la hauteur. Eh bien, au deuxième tour, on va se battre, on travaille pour faire gagner Emmanuel Macron. » À Dembéni, il y a l'effet Marus aussi, le président Marus de la CADEMA, qui s'est dit aussi, j'ai peut-être misé pour Macron à Dembéni, mais ça n'a pas donné son sens, et qu'au second tour, il s'est mis au boulot aussi. Il s'est mis au boulot.
Mais Mamoudzou et Kongou, il n'y a personne qui s'est vraiment affiché pour défendre Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire les élus en place aujourd'hui. Donc, ça, c'est les plus grands gagnants. Mais les plus grands gagnants aussi, c'est les élus du département qui n'ont pas donné de consignes de vote. Et qui n'ont pas fait campagne. Nous, on ne nous fera pas fléchir. Nous, on sait que ce que Emmanuel Macron veut nous faire ici à Mayotte, en parlant de la loi Mayotte. Donc, nous, on reste sur notre position et on surveille. Emmanuel Macron, il est élu président de la République. On respecte le choix des électeurs. Les Français, oui. Mais on va voir, on va travailler avec le gouvernement qui sera mis en place demain pour vérifier si vraiment on tiendra compte des doléances de Mayotte. Alors, Omar Simba, les législatives pour l'Union populaire, c'est très important. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon souhaite une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir devenir Premier ministre. Qui sont vos candidats investis ici à Mayotte dans la Circo 1 et dans la Circo 2 ? Bon, à la date d'aujourd'hui, on n'a encore investi aucun candidat. On y travaille. Mais on sait qu'au nord, par exemple, il y a de fortes probabilités pour que ce soit Yasmina Aouni qui soit investie par l'Union populaire. Mais elle est déjà investie par le MDM. Mais ce n'est pas un souci. Le MDM reste un parti local qui ne dépasse pas l'aéroport de Pamandzi. Donc, ça ne dérange pas du tout à ce que l'Union populaire investisse des candidats qui sont investis par des partis locaux. Pas des partis d'envergure nationale. Oui, mais Omar Simba, restons sur le cas de Yasmina Aouni, parce que lors de la conférence de presse du MDM, elle était là pour les législatives, et il a été dit que très clairement, que les élus du MDM siégeraient avec la... Si d'aventure ils étaient élus, évidemment, ils siégeraient avec la majorité présidentielle. Donc comment est-ce qu'une personne qui est investie par le MDM, si elle est élue, elle devra siéger avec Emmanuel Macron, mais du côté des Insoumis, siéger chez Emmanuel Macron, ça ne me semble pas du tout être à la mode. Comment les électeurs peuvent se retrouver? Parce que franchement, ce n'est pas très clair. Et puis, oui, pardon. Non, moi je pense que vous devriez l'inviter dans votre plateau pour qu'elle vienne vraiment exposer sa position. Parce que la position du MDM en est une, la position d'Yasmina Aouni, c'est celle-là qui compte. Moi je pense que sa position est claire au niveau de l'UP, c'est qu'elle, si elle est élue, elle siégera avec l'UP. C'est une sacrée révélation que vous nous faites là. J'aimerais bien que vous l'invitez et qu'elle le dise elle-même. Mais je vais le faire. Omar Simba, je vous prends au mot. Je vais appeler Yasmina Aouni pour qu'elle puisse venir effectivement apporter les éclairages. De manière plus large, c'est législative. Il y a pléthore de candidats. On parle de 10, 12 dans la Circo 1, donc le nord. On parle de 8 à 10 dans la Circo 2 au sud. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait autant de candidats ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait un petit peu moins pour pouvoir se concentrer sur des vrais projets, des vraies postures politiques? Oui, on pourrait penser à une limitation des candidatures, mais bon, c'est la démocratie qui l'emporte. Moi, je dirais tout simplement que la Circo 1, il y a quand même des gros cylindrés, on ne va pas tous les citer. Au sud, il n'y en aura peut-être pas 10, il y en a beaucoup moins. Moi, j'ai un candidat, on aura le temps de le rappeler. C'est donc un candidat issu de votre canton, je crois. Issu de mon canton, Mohamed Chami, donc, qui vient de la commune de Boni. Mais nous avons d'autres candidats comme Mansour Kamardine, Issa Abdou, le DGS de la mairie de Chikoni, M. Bonamani. Bon, Soula Saïd Soufou. Soula Saïd Soufou, pardon, je l'avais oublié. Pour l'instant, c'est ceux-là que nous connaissons. Mais voilà, je pense que ces candidats-là, quel que soit celui qui gagnera demain, ne doit pas être des béni-oui-oui, comme on dit souvent, quand ils auront à l'Assemblée nationale. Il faut que ce soit vraiment des députés confirmés qui savent que les Maoris ont des choses à faire remonter là-bas et qui soient de nos avocats au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes issu des LR. Le score de Valérie Pécresse est
n'a pas été très performant. C'est un peu la débandade rue de Vaugirard, enfin en tout cas au siège des LR. Comment est-ce qu'à Mayotte, vous envisagez le scrutin législatif avec 2 personnes investies, Mansour Kamardine, qui est député sortant dans le sud, et puis Issiaka Abdillah, qui est investi dans le nord et qui est issu des rangs du Parti socialiste. Comment tout ça peut donner sens aux électeurs, sachant que dans le nord, il y a Elad Chakrina, qui a été investi en 2017, qui est candidat aussi, qui n'est pas investi cette fois. Je serais d'avis de dire que M. Omar ne sera pas d'accord avec moi, mais je serais d'avis de dire que les candidats LR qui sont investis, si jamais ils gagnent demain, Mansour, il a vécu un mandat dans l'opposition. On a vu ce que ça a donné. Il a eu de très bons amendements qu'il a proposés. Ça n'a jamais été retenu. Et donc, moi, je serais d'avis de dire que, quel que soit le gouvernement, il faut qu'il aille dans la majorité. Et j'espère tout simplement que Macron n'aura pas de majorité pour former un gouvernement qui va dans son sens. Parce que là, aujourd'hui, il y a la grosse tête. On va dire le président élu, il a renouvelé son mandat sans trop de difficultés. Bien sûr, avec des scores confortables. Il a supprimé complètement les 2 partis PS et LR en métropole. Donc moi, je serais d'avis de dire que quel que soit le candidat qui ira là-bas, qu'il essaye de travailler, à moins que Macron n'ait pas la majorité pour former un gouvernement. Si c'est un gouvernement de l'opposition, c'est-à-dire une cohabitation, les élus mahorais doivent se retrouver là-dedans. Si c'est un gouvernement Macron, écoutez, moi je serais d'avis qu'ils aillent quand même travailler avec le président. Parce que la Réunion a une posture différente. C'est quand même des élus traditionnellement de gauche qui, là, ont voté majoritairement au Rassemblement national, 24 communes sur 24, c'est un score absolu. Les Réunionnais, ils n'ont pas la même position que nous. Eux, en fait, le siéger dans la majorité, ils s'en contrefichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des avantages pour la Réunion, et Dieu sait qu'ils savent les obtenir. Est-ce qu'on ne se trompe pas, nous, dans notre stratégie politique, de toujours être proche du pouvoir? Et je rappelle, Sébastien Lecornu est allé avec Olivier Véran à La Réunion, ils ne se sont même pas arrêtés à Mayotte. Pour éteindre le feu, Jean Castex est allé à La Réunion, ça n'a pas marché, puisque 24 communes sur 24, mais bon, il ne s'est pas arrêté à Mayotte. Est-ce que finalement, le fait d'être toujours dans la majorité, en étant un peu calme, on ne nous méprise pas? En fait, ils s'en fichent de nous. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Salim. C'est que ce quinquennat qui vient de finir nous a démontré qu'avec 3 parlementaires dans la majorité, ils n'ont rien pu faire pendant ce quinquennat. Mansour tout seul, on peut toujours dire qu'il passait son temps à crier ici, là, il n'était pas... Oui, mais il a crié, et les Mahorais ont entendu ces cris. La seule chose qu'on a obtenue, c'est la prescription acquisitive de Tani, qui était hyper importante pour Mayotte. Voilà. Aujourd'hui, les parlementaires de la majorité essayent d'expliquer un semblant de bilan à Mayotte. Il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui l'entend. Et les élections qui vont venir vont démontrer que siéger dans la majorité n'est pas toujours une bonne chose si à la fin on n'est pas écouté. Je voudrais quand même préciser une chose, parce que je parle souvent ici au nom de l'UP, je ne voudrais pas froisser des camarades. Quand je parlais d'Esminaouni, je parlais au nom de l'UP. Moi, personnellement, je suis engagé avec une autre candidate qui est Chris Korji. Il ne faudrait pas qu'elle pense que je l'ai lâchée. Elle est candidate également. Elle est candidate au sud. Vrai que vous avez l'embarras du choix. Voilà. Donc on a de très bons candidats au nord, et quel que soit le candidat qui sortira, j'espère, comme disait Salim, qu'on pourra aller vers une formation d'un gouvernement de cohabitation, et tous les partis aujourd'hui qui se trouvent dans l'opposition de la Macronie puissent constituer ce qu'on pourrait appeler un conseil de la résistance. Aujourd'hui, on a besoin de résister par rapport à la Macronie et former un gouvernement d'union nationale contre la Macronie. Eh ben, ce sera le mot de la fin, parce qu'il est déjà l'heure de se séparer. On pouvait encore discuter. Dès qu'on parle politique, de toute façon, c'est sans fin. Je vous souhaite à tous les deux une bonne journée. Merci d'avoir participé à ce temps de parole. Et puis, à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Plaisir. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.